monde, bonjour. Bonjour Thomas, j'espère que tu vas Bonjour bien. Pras. Oh bah tiens, j'espère que vous allez bien aussi. Bonjour Pras. C'est rigolo parce que on fait notre premier podcast pas à côté et on se voit même pas en visio. Donc du coup, on sait même pas quand qui va parler. On aurait peut-être dû tenter de se faire une visio à part, non? Mais bon, tant pis, maintenant c'est lancé. On aurait pu, on Ouais, pourrait. on pourrait peut-être, mais je suis pas sûr. Tu crois? Non, on fait pas de visio. Si, je sais Non, bah pas. ouais, vas-y, comme ça. Comme ça, Ouais. ça mettra un peu de piment dans ce Exact. podcast. Oui, parce que du coup, on s'entend pas parler. Enfin, on s'entend parler évidemment, mais on se voit pas. Et du coup, c'est très très rigolo parce que du coup, moi, je pense que je vais lui couper la parole 1000 fois et que lui, il va bien le faire aussi. Donc, bienvenue à ce tome 21. Il y aura pas de dossier cette fois parce qu'on a Non. préféré se concentrer sur. Je parle là, me coupe pas. Et j'ai le droit de parler aussi parce que la situation est compliquée partout. Donc restez chez vous. Et donc nous, on reste chez nous également. Et c'est pour ça qu'on fait ça à distance avec un nouveau logiciel, avec des casques micro sans fil, avec fil. Enfin, c'est le bordel. Donc ça va être un peu rigolo. Et désolé pour le son parce qu'en plus, je vais faire un simili montage et comme je sais pas faire, donc du coup, on verra. Putain, on est vraiment les pires podcasteurs du monde, quoi. Exactement. On est Mais les du coup, pires, pas de dossier. pas de dossier. Donc, mais une dizaine de tomes et on vous dira quoi lire pendant ce moment que vous pouvez prendre chez vous. Par contre, moi, comme je travaille, j'ai pas le temps de trop le lire plus que d'habitude. Bon, voilà. Donc, si vous travaillez pas, vous aurez plein de trucs à lire. Hein, c'est au moins ça. Et là, on vous donne pas mal de bonnes œuvres. Hein. Il y a une dizaine d'œuvres, Ouais, dont c'est quasiment que du bon. presque que du bon. Ouais. Ah, Même presque. Ouais, monsieur met déjà une. j'ai envie de dire presque parce que ton avis à chaque fois est un peu difficile à prévoir. Donc, je sais pas ce que tu vas penser vraiment de ce qu'on va Très parler. bien. Ok. On va commencer, hein. Oui, perdons pas de Ouais. temps. Allons-y. Allons-y. Allez, go! On va commencer par la grosse sortie chez Kazé. C'est Chainsaw Man. Je l'ai mal écrit dans dans mon prompteur. Du coup, je l'ai mal dit. Alors, Chainsaw Man, c'est de Tatsuki Fujimoto. Alors, si vous suivez tome 1, vous savez que c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est pas un auteur très connu, hein, qui, je crois que c'est peut-être sa deuxième ou sa troisième œuvre. Et ce mec a une perversion ultime, c'est qu'il déteste ne pas surprendre. Voilà, moi comme ça je vous parle un peu de l'auteur aussi. Hein. Donc globalement, il lit tout ce que les gens trouvent sur Internet et il fait et il va dans la direction opposée. C'est dans une interview, il avait dit ça, j'ai fait putain, en fait, il a pas d'idée, c'est tout ce qu'il veut, c'est faire chier le monde quoi. Du coup, je l'aime bien. Et autant j'avais adoré Fire Punch, autant Chainsaw Man, eh ben j'aime bien aussi, mais c'est beaucoup plus shonen. Alors, c'est quoi l'histoire de Chainsaw Man maintenant que j'ai parlé un peu de Fujimoto? C'est quoi, Ouais, parce que pour Thomas? l'instant, c'est toujours pas de quoi ça parle, en fait. Un univers où il y a des démons et des humains. Voilà, hein, on va pas sur le début, c'est pas, tu vois, c'est pareil quoi. Très classique. Les humains se battent contre les démons, très classique. Et sauf que nous, on suit un humain, mais pas un héros, bon, comme d'hab, un anti-héros, mais plutôt bête que gentil. Vraiment, en fait, lui, tu lui donnes à manger, lui, c'est le meilleur jour de sa vie. Et ce petit humain, un petit humain, non, il doit être adolescent, je pense. Bah, il est ami avec un cochon chainsaw. C'est un cochon tronçonneuse. Et bah Ok. du coup, et lui il chasse des démons parce qu'il comme ça il se fait un peu d'argent. Mais c'est dans un univers Qui, le tokyoïque. cochon? Non, les deux, l'humain et le cochon. Ah, Et l'humain aussi. Moi, je sais pas, ouais. c'était un petit humain, donc je me suis dit, il est tout frêle. Non, Mais non, non, il chasse des démons. les deux, oui, les deux chassent des démons. C'est dans l'époque moderne, hein, donc du coup c'est Tokyo maintenant, pas Tokyo avant ou après, c'est maintenant quoi. Et c'est juste où il y a des démons un peu partout et eux ils se battent avec des démons. En gros, c'est un clochard, voilà. On va dire que c'est un clochard. Et c'est pas un chasseur genre top et tout. Quoi. Il se bat contre des démons pourris pour des clopinettes. Et un jour, il tombe sur un démon qui est beaucoup plus fort et qui lui met sa race. Ok. Et Classique. du coup, il meurt. Et le démon, il décide de fusionner avec lui. Voilà. Et ça, c'est le chapitre Et pourquoi? Pourquoi? parce qu'ils sont potes. Pourquoi ce En fait, démon? ce démon cochon, il est pote avec. Ça arrive pas en fait. Les démons, en général, ils sont pas potes avec les gens. Et juste Ah ce oui, démon d'accord. cochon, il est pote et du coup, il se sacrifie et il remplace le cœur du héros. C'est un peu physique, joli. Hmm. Donc il devient le cœur du héros. Donc du coup, le héros, bah maintenant, quand il s'énerve, il a une tronçonneuse qui lui sort de la tête. Voilà.
Chainsaw Man. Et tu penses que c'est rigolo comme ça, et c'est rigolo comme ça souvent. Et à la fois, c'est creep en même temps. Fujimoto, il est pas là pour faire plaisir aux gens, donc il aime bien être creep très souvent. Donc, par exemple, le héros, il est amoureux, mais d'une façon très passif-agressif, sadomaso, avec une autre partie de l'équipe très. Tu donnes à manger, il s'en fout, il peut tuer n'importe qui. En fait, c'est bien. C'est quand même bien. assez bizarre. C'est bizarre, mais c'est pas aussi bizarre que Fire Punch. Fire Punch, c'était vraiment sur des thématiques beaucoup plus dark. Là, on dirait qu'il veut un peu plus se faire plaisir. Donc, c'est plus rigolo, c'est presque un shonen, même si je le conseillerais pas aux adolescents. Ou si, allez, lisez. Est-ce que c'est violent ou Bah oui, c'est violent. Fujimoto, c'est toujours violent. Ouais. C'est En même temps, le mec il a une tronçonneuse à la place de la tête. J'imagine qu'il fait pas dans la dentelle. Ouais, mais c'est pas tellement ces moments-là qui sont creepy, c'est vraiment l'écriture des interactions entre les personnages. C'est assez creep, c'est assez malsain. Des fois, tu vois un peu de bonté, mais globalement, le tome 1, je vais pas aller plus loin parce qu'il y a plusieurs tomes. Le tome 1, il donne vraiment envie de lire parce qu'il y a une sorte d'énergie un peu folle que Fujimoto a envie. On sent qu'il a envie de faire quelque chose d'autre que son personnage dépressif. Ah tiens, c'est pareil. En fait, dans Fire Punch, le héros était très dépressif. Et là, celui-là est pas dépressif, mais il est un peu fou. Et il s'en fout un peu de lui-même. Et il réagit un peu comme un shonen, mais dans l'extrême. C'est quelqu'un va lui dire merci, il va dire t'es mon meilleur ami, je vais tout faire pour toi. Et il fait des trucs bizarres. Donc c'est trop bizarre. Donc voilà, Chainsaw Man, c'est aux éditions Kazé, c'est sorti il y a peu de temps, tome 1. Il y a 5-6 tomes aux États-Unis, au Japon. Aux États-Unis, ouais, carrément. Ouais, ça cartonne et moi je suis avec hâte. Et donc t'as continué à lire? Quoi? Est-ce que tu as continué à lire ce manga? Bah, vu qu'il y a qu'un tome pour l'instant, non. Ah, il y en a qu'un pour l'instant chez nous? En France, D'accord, oui. ok. Je pensais qu'il y en avait déjà d'autres qui étaient sortis. Et dès que les autres ils sont sortis au Japon, comme je viens de le dire, et du coup, oui, je continuerai avec plaisir parce qu'en général, Fujimoto, il fait pas des trucs qui font plus de 20 tomes. Enfin, en général, Fire Punch, ça faisait 8 ou 10, j'ai oublié. Mais bon, voilà. Si il arrive à le tenir, ça devrait aller. Mais je trouve que le tome 1 est vachement dense quand même. Donc, allons-y. N'ayez pas peur. Chainsaw Man, c'est à prendre tout de suite. Tu vas me parler, d'une série qui te tient. Oui. D'un autre chef-d'œuvre. D'un autre chef-d'œuvre. Alors, ouais. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est ton chef-d'œuvre. Je pense que c'est une de tes œuvres, voire ton œuvre préférée. Non, n'hésite pas à répondre. Ok. Oui. Du coup, on va parler de Gun. En fait, oui, ça a coupé encore une fois. Ah, j'ai coupé. Oui, bah, super. Du coup, on va parler de Gun, qui est une série, qui est un seinen de Yukito Kishiro, qui a été prépublié entre 1990 et 1995, et qui est disponible chez nous aux éditions Glénat. Et pour ma part, je l'ai lu sur Isneo, et pour la petite information, il y a une nouvelle édition qui est sortie alors il y a quelques temps, mais en tout cas, je vous conseille de prendre celle-là, qui est une version un peu ce qui est la perfect édition de Dragon Ball Z, et du coup qui est vachement bien, où le chapitrage a été un peu refait, du coup les tomes sont vachement longs. Du coup, c'est une belle version que je vous conseille. Donc Gun, qu'est-ce que ça raconte? Oui, tu disais quelque chose peut-être? Je l'avais pas. Donc si quelqu'un veut me l'offrir, surtout toi là-bas qui m'écoute. Oui, mon anniversaire c'est fin mai. N'hésitez pas. On vous fera une liste Amazon, n'hésitez pas à nous offrir des cadeaux. Du coup, Gun, ça raconte quoi? Oui, bon, on fera une liste commune, t'inquiète pas. Donc, il s'agit d'une dystopie qui est très orientée science-fiction. En tout cas, j'ai trouvé ça. Et en fait, il y a une catastrophe naturelle qui a eu lieu sur notre planète. Du coup, il y a une grosse météorite qui s'est écrasée sur la Terre. Et en gros, l'humanité est au bord de l'extinction. Et ce qui se passe, c'est que le monde est un peu divisé en deux parties. On a une ville volante suspendue dans les airs qui s'appelle Zalem. Donc là-bas, vous avez tous les riches, etc. Et sur la terre ferme, je crois que ça s'appelle, tu me corrigeras, Kuzu Tetsu, un truc comme ça, de mémoire. Il y a le reste de l'humanité qui survit dans la pauvreté, la violence, etc.
Et donc l'action se passe principalement enfin quasiment uniquement dans le tome 1 sur cette terre qui ressemble à une décharge, une grosse poubelle géante en fait. Et on va suivre les aventures d'une cyborg. Alors le terme cyborg est pas forcément le bon, mais je le dis quand même, qui est amnésique, qui s'appelle Gali. Et du coup, cette Gali, elle va chercher un sens à sa vie. Et dans le tome 1, du coup, on a Ido qui est un biomécanicien, un peu une sorte de génie, qui va trouver les restes de Gali dans une décharge et qui va décider de la reconstruire. Donc en fait, il y a une partie de son cerveau qui est encore en bon état et du coup, à partir de là, il va lui reconstruire un corps mécanique et il va la remettre sur pied. Et du coup, cette Gali, elle est amnésique et du coup, elle réapprend un peu à vivre, à découvrir tout ce qui l'entoure, le monde qui l'entoure. Et il va y avoir plusieurs péripéties. Je vous raconte pas parce que c'est vraiment sympa à lire, mais en gros, dans sa quête en fait d'identité, elle va embrasser une carrière de Hunter Warrior. Donc les Hunter Warriors, c'est des sortes de comment dire, Prime. oui, de chasseurs de primes, voilà. Et elle va affronter différents personnages, des cyborgs qui sont assez bien dessinés, qui font un peu peur. Et à un moment, elle va se prendre une correction monumentale. Et à ce moment-là, du coup, son Ido, qui est du coup ce biomécanicien qui se prend un peu pour son père, va décider de lui offrir un nouveau corps qui est ce qu'on appelle un corps de berserker. Et donc, qu'est-ce que c'est un corps de berserker? Et ben en fait, c'est une sorte de corps cybernétique qui provient des anciens soldats de Mars ou je sais plus quoi. Et du coup, ce corps, il est vachement solide, il dispose de plein de capacités. Et du coup, Gali va devenir de plus en plus forte et ça se finit dans de la baston comme il faut à la fin de ce tome. Voilà. Et au-delà du fait que c'est très, il y a des robots, il y a des cyborgs, ça se bastonne. Il y a une vraie, enfin, c'est ce que j'ai senti dans ce premier tome. Il y a déjà un peu une quête d'identité, d'autonomie et de vie en fait. On sent que Gali, au-delà de tout ça, elle subit beaucoup, mais ce qu'elle cherche vraiment, c'est à vivre. Du coup, j'ai trouvé ça assez beau. Dès ce premier tome, alors tu me poses pas la question, mais je réponds tout de suite. J'ai lu la suite. Et c'est Je m'en doute que vraiment tu as lu la suite vu le premier. même si le premier tome est pas dingue, on va pas se le mentir. Il est pas dingue ce premier tome, mais il y a suffisamment de petites pistes qui donnent envie de continuer. Et là, après, de tome en tome, ça se bonifie. Je parle pas parce que tu as Et dit que tome 1 de Gun était pas mal, était pas très bien. Et non, j'ai pas dit qu'il était pas très bien. Encore une fois, tu modifies ce que je dis. Ce n'est pas t'as beau, dit ce T'as n'est dit pas quoi? bien. Et j'ai dit qu'il n'est pas dingue. Et j'ai pas Il dit n'est qu'il n'était pas pas bien. dingue. D'accord, ok. Bon, d'accord. Si Gun n'est pas assez dingue pour monsieur, je vais pas me Le battre premier sur ça. tome, non. Effectivement, D'accord. le premier tome, je peux comprendre que des gens laissent tomber au bout du premier tome. Ah oui, d'accord. Eh Moi, je oui, comprends oui, pas, monsieur, c'est mon mais avis. non, mais je respecte pas ton avis, mais allons-y. Je te laisse continuer. Donc, du coup, t'as continué quand même, du coup, parce que tu t'es dit peut-être c'est nul, mais après c'est Ouais, bien. parce que tu m'as dit que c'était un chef-d'œuvre, donc je me suis dit bon, il faut persévérer, il faut continuer. Effectivement, on va pas dévoiler toute la suite. De mémoire, dans cette recompilation, il y a 9 tomes qui font à peu près 220-250 pages. Donc ça se lit assez vite. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé bien, en tout cas, c'est que l'action est assez rapide. Quand je dis l'action, c'est l'histoire. En fait, l'histoire avance rapidement. On n'est pas là pour parler de la suite, mais voilà, l'histoire avance rapidement. Donc, on n'a pas, comme certains mangas à rallonge qui font 50, 100 tomes, des trucs qui, un peu plan-plan. Là, l'histoire avance vite, on suit ses aventures avec attention, et il y a une vraie progression dans les personnages, et notamment le personnage de Gali, où on va apprendre à vivre avec ses souffrances, avec ses joies, ses peines, etc. Voilà, donc je vous le recommande. Je vous le recommande. Et Rattrapé sur la peut-être que fin. tu voudrais. Non, Pardon? non, tu t'es rattrapé sur la fin, oui. Oui, c'est mieux. Oui, oui, c'est mieux. C'était Non, mais difficile, hein, après, de.
de choisir qui allait faire Gun, mais du coup, parce que c'est moi qui lui ai dit de le faire, hein, parce que c'est moi qui ai mis les petites lettres. Ouais, Ah bah oui, parce que mais en même temps, toi, ton avis, il est biaisé puisque c'est pour toi, c'est un chef-d'œuvre. Tu connais toute l'histoire. Tu as même rencontré Yukito Kishiro. Voilà. Alors que moi, j'ai peut-être un regard neuf de quelqu'un qui découvre l'œuvre en 2020. c'était pour ça que justement, c'était plus dans l'idée de tome 1 de faire ça, puisque tu découvrais l'œuvre. Et moi, on peut avoir un avis objectif hein, sur les choses qu'on aime. Il y a que une série de science-fiction sur laquelle je suis vraiment pas objectif, mais la plupart du temps, j'arrive à rester assez objectif. Effectivement, ce tome 1, quand tu le revois, c'est surtout le dessin qui est un peu vieillot, je trouve. Faut savoir que Kishiro, il a pas eu de prof, il a pas eu un master comme la plupart des mangaka. Et du coup, c'est lui, il a appris tout seul à dessiner. Et on voit son changement au fur et à mesure. C'est vraiment la fin de Gun est sublime et le début de Gun il est digne de One Punch Man quoi. En fait, des fois vraiment c'est pas très joli. Même il avait déjà cette envie de faire des détails, il l'avait pas forcément sur ce tome 1. Après, je suis d'accord que maintenant on dirait qu'il n'y a pas tellement d'originalité dans ce manga-là. Mais il faut se rappeler que c'est un manga qui Voilà, est sorti en 96 ou quelque chose comme ça, ou 80, je sais plus. Je crois que c'est en 87. 90. 90, ok. Ouais. Je les ai lus en 96 peut-être. Et du coup, à ce moment-là, même la notion de cyborg et de cyberpunk dans le manga, ça n'existait pas. En fait, c'est tout simplement le cyberpunk. Moi, ça a été popularisé par Gun. Il y a d'autres trucs, hein, Ghost in the Shell, tout ça, mais la façon de le lire de façon épisodique dans un manga avec un univers créé sur le long terme, c'est Gun, quoi. Voilà. Bon, je vais juste finir sur ça. Parce que, en plus, on va continuer à en parler, puisque tu vas nous parler de la suite, non? Et oui, je vais vous parler du coup de Gun Last Order. Mais avant de rentrer dans le vif de ce tome 1, je vais vous faire un petit cours d'histoire, puisque du coup je me suis renseigné, parce qu'il y a des trucs que je trouvais bizarres. Et effectivement, lors d'une réédition en 1995 de Gun, la version de base, l'auteur a créé une nouvelle fin. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où il avait réalisé Gun, de ce que j'ai lu, mais peut-être que toi tu es au courant, il y a un événement qui a fait qu'il a dû stopper, disons, avant de faire ce qu'il voulait faire dans Gun, la série. Et du coup, il a écrit une fin un peu, pas sabordée, mais en tout cas rushée. Et il y a tout un pan de l'histoire qu'il voulait aborder, qui sera abordé dans Gun Last Order, qui n'avait pas été faite. Et du coup, en 95, il s'est dit, bah vas-y, mon œuvre, je l'ai abandonnée un peu à l'époque, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et du coup, dans la dernière version de Gun, il y a une nouvelle fin qui est créée. Et dans ce dernier chapitre, il revient sur des trucs pour permettre justement cette ouverture vers Gun Last Order. Très bien. Et de mémoire, c'était en 98, pardon, je me suis un peu trompé dans les dates. En 95, la fin de la série Original Gun, et en 98, dans l'édition Gun Complete Edition, il transforme le chapitre de clôture de l'édition originale en une ouverture vers Gun Last Order. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, d'accord. Si tu veux, parlons direct de Last Order parce que il y a un truc assez important à savoir sur Last Order. Pourquoi il a lancé cette Last Order? Bon, t'as la version jolie du monde qui dit oui, il avait envie de raconter une autre histoire. Oui, il a eu un accident de voiture à un moment qui. Ah voilà, donc toi t'avais le. Ouais. Mais oui, Mais du coup, c'est pas forcément à cause de ça. Hein. Je pense que c'est la version romancée de l'histoire. Et globalement, il a fini Gun. Il s'est dit on arrête parce qu'il voulait aller sur une autre série de manga. Les Chevaliers de l'eau, Knights, Water Knights, je sais plus comment ça s'appelle exactement mais en français. Mais c'était une petite série qui a eu 3 tomes et qui a été un flop monumental. Mais en fait, pourquoi ils ont décidé de lancer Last Order? Ça c'est rigolo parce que ça mêle une autre de nos passions. C'est à cause du jeu vidéo. Je sais pas si tu savais, mais le script de Last Order, la première fois qu'on le sait que ça existait, c'est dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo explique exactement ce qui se passe après Gun. Donc les 2-3 premiers tomes de Last Order se retrouvent dans le jeu vidéo avant qu'on fasse le manga. Et c'est parce qu'ils avaient déjà le storyboard, les créas, l'univers. Qui s'est dit vas-y, je vais réécrire tout un pan du scénario. Exactement. Et il s'est dit bon, allons-y. Je dis pas qu'il avait pas l'idée de continuer, hein. Mais disons que ça l'a poussé à le faire. Voilà, là je pense que la vérité entre les deux. Je pense qu'il a lancé Last Order parce que il avait déjà travaillé énormément sur le jeu vidéo et il avait
probablement vu des idées émerger, des envies de discuter d'autres choses dedans. Ouais, ou peut-être que même le jeu vidéo l'a déçu dans sa réalisation. Il s'est dit non, il faut que je fasse un truc mieux, je veux aller plus loin et que il est retourné à son premier amour qui est le manga. Exact. Je suis pas sûr qu'il l'ait déçu. Hein. Le jeu n'est pas des critiques de fou, mais il a un intérêt certain pour les fans de Kishiro. J'y ai pas joué parce qu'il est sorti qu'au Japon et je suis pas assez fort pour jouer en VO. Pas du tout même. Mais moi, je pense plutôt que ça lui a donné l'envie de raconter une autre histoire. Je laisse pas parler de Last Order parce que c'est assez particulier. Peut-être on va présenter de quoi on parle d'abord et après on. Ouais, carrément. Très rapidement parce qu'en même temps, ça spoil un peu la fin de Gun du coup. Donc c'est un peu bizarre qu'on l'ait fait dans le même podcast. Peut-être qu'il aurait fallu qu'on le fasse dans 2 podcasts différents pour laisser le temps aux gens de lire Gun. Mais bon, en gros. Non. Non. Non, d'accord, ok, très bien. Parce que l'important c'est le voyage. Oui, l'important c'est le voyage, pas la destination. Ouais, d'accord. C'est vraiment les glandus qui disent ça. Bon, bref. Donc on retrouve professeur Nova qui a récupéré une partie du cerveau de Gali et qui va du coup, grâce aux nanomachines, recréer son cerveau et va lui adjoindre un nouveau corps. Dans le tome 1, ils appellent ça l'Imaginos, qui est en fait un mélange de cellules de l'armure Berserker et de nanotechnologie. Et donc en gros, ça lui fait un corps qui est encore plus puissant que celui d'avant. Et du coup, au bout de quelques pages de ce premier tome de Gun Last Order, Gali se réveille avec son nouveau corps et tout va bien. Elle sort de cette chambre, de sa chambre, et là, elle arpente les couloirs, il y a une odeur de sang, et là, elle voit le professeur Nova qui est au sol et qui est complètement étripé de bas en haut. Et puis, elle sait pas pourquoi. Le lecteur, du coup, moi, vous, toi, on sait pas pourquoi. Et en même temps, oui, toi, tu rigoles parce que tu as lu la suite. Moi, sur Gun Last Order, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Ok. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout au long de cette première phase, du coup, Kishiro s'attache au passé de Gali, sa jeunesse. Et on a des petits flashbacks, comme si la mémoire de Gali, enfin, pas comme si, en fait, c'est la mémoire de Gali qui revient petit à petit. Et ces petits flashbacks qui apparaissent par petites cases, en fait, c'est comme si nous aussi, on retrouvait un peu la mémoire. Et du coup, on revoit Gali quand elle doit avoir les 5-6 ans. Du coup, dans le passé, sur une planète avec des genres de militaires, on sait pas trop. On peut se dire que c'est du coup Mars, hein, on va pas se mentir, puisqu'on sait un peu ce qui s'est passé. Et on voit que Gali, elle avait également des amis, une personne qui s'appelle Gelda et une autre Erika, donc une qui est son amie et l'autre qui est son instructrice, qui va lui apprendre ces fameuses techniques de combat. Donc ça, c'est dans la. Ouais, je l'ai pas dit parce que je n'y arrive pas à le prononcer. Mais du coup, c'est assez important quand même. Et là, elle va donc l'aventure progresse un peu. Elle va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jim Roscoe, qui est en fait l'assistant du professeur Nova, et qui va lui raconter ce qui est arrivé. En gros, suite à une certaine révélation que je ne vous spoile pas, parce que c'est tout l'intérêt de ce tome 1, les habitants de Zalem, du coup la ville suspendue, sont devenus complètement fous et ont commencé à s'entretuer pour la plupart. Et voilà, je vous en dis pas plus. En gros, on repart vers une nouvelle aventure, et tout ça pour vous dire que à la fin de ce tome 1, c'est clair, on ne va pas rester sur la Terre. On va bientôt partir ailleurs, et c'est ça tout l'intérêt, je trouve, de Gun Last Order, qui va permettre à la série de prendre un nouvel envol. Je me permets de continuer parce que c'est intéressant de voir ça, ce tome 1 comme ça, parce que la suite du manga est très différente de ça. J'ai l'impression que sur ce tome 1, il a voulu rassurer les gens. Tu sais, un peu comme ouais, faire une sorte de transition. Super, voilà. Non, parle pas de ça, s'il te plaît. On parle pas de ça. En gros, c'est nous rappeler pourquoi on l'aime Gali, quelles sont les principales thématiques de la série, les personnages, les antagonistes, et sans spoiler la suite, il y a beaucoup plus de nouveaux antagonistes dans cette série, qui est même plus longue que la série de base. Je crois qu'elle a 13 ou 14 tomes, il faudrait que je regarde exactement. Et
Et spoiler, je vous le dis un petit truc, il y a des chapitres, des mangas entiers sans Gali. Ça, Donc, c'est étonnant. et c'est vraiment peut-être l'œuvre la plus complexe qu'il ait fait après Gun. Enfin, sans compter Gun. Cette œuvre-là, elle est vraiment très très complexe. C'est pas quelque chose, c'est là-dessus, il raconte des choses qui sont carrément métaphysiques, qui font pas que de la projection de science en fait. Il a vraiment utilisé l'univers de Gun pour parler d'autres choses, notamment le Last Order. Ça, c'est un beau spoiler de fin que je vais pas vous dire, qui est vraiment pour moi une idée de ouf, qu'il a réussi à disséminer sur la dizaine de tomes sans même que toi tu t'en aperçoives quoi. C'est assez fou. Donc D'accord. donc ce tome 1, je pense qu'il a été créé pour donner suite, mais ne soyez pas Bah, déçus de pas avoir Gali tout le ouais. temps. Voilà. Bon, en tout cas, dans ce tome 1, on est en terrain connu. Hein. On reconnaît Oui. les environnements, on reconnaît les personnages. Il y a finalement peu de nouveautés qui apparaissent, mais il y a une promesse qui est assez intéressante. Et aussi au niveau du coup de crayon, on voit que le coup de crayon est beaucoup plus mature. Alors c'est normal, hein, il s'est passé quelques années entre les deux. Mais du coup, j'ai trouvé Gali encore plus belle, avec un air beaucoup plus résolu, comme si toutes ces années lui avaient permis de mûrir tout autant que l'auteur et le dessinateur. Oui, c'est de toute façon l'affection que j'ai pour Gali, c'est que elle a grandi avec moi quoi. Ça fait des années. Dans le premier tome 1, c'était moi adolescent et maintenant c'est une badass comme moi quoi, tu vois. C'est pareil. Ouais, carrément. Voilà. Bah, Donc, est-ce que je vais continuer? Bah alors carrément, parce que carrément. la promesse d'aller, ou en tout cas sur d'autres planètes, moi je kiffe ça. Donc, Est-ce que je j'ai peux très donner envie un petit d'accompagner spoiler qui vous Gali donnera sur les envie? prochains tomes. Je te donnerai un spoiler Alors un tout en petit. off parce que il y a un Ah, détail que je suis sûr qui va te faire continuer. Mais d'accord. Non, mais là déjà, je sais que je vais continuer de toute façon. oui. Continuons sur le tome 1 de Gun Mars Chronicles. Et oui, on Ah fait ouais. trois tomes Chronicles. Et là, je vais en parler parce que je l'ai relu exprès. Euh, donc ça parle encore de notre combattante de Panzerkunst préférée. Sauf que là, il s'est passé un certain temps entre Last Order et là. Un temps qu'on ne connaît pas. Gali se retrouve sur Mars. Tantan, elle est sur Mars. Elle, du coup, retourne pour essayer de comprendre son passé. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant avec le tome 1 de Last Order, c'est qu'il y a vraiment cette histoire de passé que tu retrouves dans les trois premiers tomes 1 de la saga. Et sauf que là, c'est beaucoup plus explicite. Hein. Elle retrouve Erika, donc la fille dont elle rêvait sur presque tout Last Order, sur tous les trucs et tout ça. Donc oui, on la trouve pas dans Last Order, mais dans le tome 1, tu la vois. Et on va découvrir vraiment l'enfance de Gali. J'allais dire son autre prénom, parce que son autre prénom est révélé plusieurs fois dans la saga, mais c'est ce prénom-là, là dans Mass Chronicles, elle s'appelle plus Gali. Elle a vraiment son prénom originel. Et parce que Gali, tu t'as dit dans le tome 1 de Gun, c'est Ido qui l'appelle comme ça. C'est son nom de baptême de Ido quand elle l'a trouvé. C'est le nom de son chat. Je me rappelle. Ido, il a un chat et il appelle Gali comme son chat. Ouais. Et donc du coup maintenant, dans Mars Chronicles, elle a son vrai prénom et elle rencontre Erika et il se passe des choses et il n'y a pas une relation d'amitié entre les deux. Il y a un antagonisme certain. On ne sait pas pourquoi. Gali est encore, putain, c'est dur de pas dire le prénom, est encore plus forte. C'est-à-dire que là, elle a même une sorte de satellite, enfin satellite, mais une sorte de arme vivante. C'est encore plus rigolo parce que gun, c'est le bruit d'une arme. Et Kishiro, il dit toujours que Gali, c'est une arme vivante. Donc là, Gali a une arme vivante. C'est une sorte de laser. Et il en parle, et ils se parlent. Gali et lui se parlent. Bref, ils ont fait j'ai pas tout compris. Donc, encore une fois, il utilise Gali pour nous raconter encore plein d'autres choses. Et pour aller plus loin, ça parle pas forcément de Gali, encore une fois. Ça parle vraiment de qu'est-ce qui s'est passé sur Mars, la géopolitique qu'il y a eu. Tout le tome 1 t'explique les différentes tensions qu'il y a entre des différentes équipes, en gros, t'as une sorte de fédération, t'as une sorte des gens qui veulent être libres, t'as les gens des colonies qui vivent au-dessus de Mars mais qui sont plus riches. T'as les les mineurs sur Mars. Et en fait, ça nous présente toutes les parties qui vont se développer et rentrer en guerre parce qu'en fait, c'est pendant une autre guerre encore de Mars.
une autre guerre. Et Gali, du coup, va comprendre l'histoire de Mars via son passé. Donc, du coup, elle va, on va revivre leur enfance avec Erika. Et c'est pas une enfance Très joyeuse. très joyeuse. Gun, ça a toujours été un peu dark, mais là, vraiment sur pas mal de, enfin, sur le tome 1, en tout cas, c'est l'histoire de deux filles qui vivent une guerre. Deux petites filles. C'est-à-dire que c'est pas Gali la surhumaine qu'on va voir, c'est Gali 3 ans La et survivante, enfin survivante de la guerre, quoi. voilà. Non, c'est même celle qui vit la guerre, c'est la petite fille avec sa grande sœur entre guillemets qui traverse les pires trucs de la guerre. Donc il y a des trucs un peu hardcore, c'est assez noir. Mars Chronicles étonnamment. Et voilà, ça c'est le tome 1. Ça parle à peu près de ça. Moi, je vous parle, bien sûr, évidemment, j'ai tout lu. Hein. Après, c'est encore en cours. Et il y a vraiment une notion, autant on était beaucoup sur le cyberpunk, là on est quand même sur la science-fiction un peu biologie. Donc c'est aussi assez frais. Donc Kishiro s'est tenu à jour sur les évolutions de la science. Parce que les nanotechnologies, quand il y avait 20 ans, on trouvait ça ouf. Maintenant, super. T'as une manette avec la nanotechnologie, quoi. Et mais là, il parle plus de sciences biologiques, des choses qui nous mettent mal à l'aise, de c'est quoi un humain, encore une fois. Mais c'est complètement dingue. Moi, je suis quand j'ai appris, en fait, il y a toute une, en fait, il y a même de la royauté. En fait, il mélange royauté, science-fiction, biologie dans Mars Chronicles. Et c'est assez fou. Moi, je suis complètement accro et je suis triste qu'il en sorte pas beaucoup par an. Je crois que je suis par an, ouais. Donc c'est en cours. Je vous conseille évidemment de le lire et voilà. On va laisser la petite Gali continuer à grandir. Exactement. Et en tout cas, là, ça vous fait une bonne saga à commencer pour nos auditeurs. Oui, c'est. Que là, on a en gros, ça fait une 30aine de tomes à lire. C'est pas mal. Entre les trois, entre le Gun, Last Order et Mars Chronicles. Bon, j'ai pas mis, mais il y a Other Stories aussi, un short. Il y a Ashman, mais Ashman, on en a déjà parlé dans le dernier podcast, je crois. Tout à fait. C'est un univers étendu. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous êtes perdu, parce que il y a énormément de antagonistes et c'est très difficile d'en parler. Peut-être un prochain guide sur VidGeek, comment lire les aventures Gun. Dans l'ordre. Il y a pas de voilà. Non, mais il y a pas, c'est pas à ce point-là, mais c'est assez dur de comprendre qu'est-ce qui rend fou, qu'est-ce qui rend pas fou et tout. J'ai hâte d'en parler avec toi quand tu auras fini. Au moins la ça ne saurait tarder avec ce confinement. De toute façon, ça va aller vite. Super. Alors, parlons d'autre chose que de Gali, parce que là, on lui a donné au moins 3 quarts d'heure. Ouais, et là, du coup, tu vas nous parler de Sayonara Miniskirt. Oui, c'est à moi, donc je continue de parler. Très bien. C'est toujours à toi, là. Ok. On va changer après. Je te laisserai faire le tien et après on fera une sur deux si ça te va. Je sais, on fait le programme en live. Moi, j'aime ça. Ouais, je pense parce que je m'entends trop parler. Donc, je vais vous parler de Sayonara Miniskirt de Aoi Makino aux éditions Soleil Manga. Je sais pas si vous avez bien entendu, c'est Sayonara Miniskirt. Miniskirt, c'est les petites jupes des écolières et enfin non, en vrai c'est les mini-jupes, mais dans ce sens-là, dans le manga, c'est les mini-jupes d'écolières. Alors ça parle de quoi ? Ça parle d'une idole. C'est un manga qui pourrait avoir l'air mignon comme ça, mais non. En fait, c'est une idole qui a été agressée et qui a décidé de plus être une idole. Et du coup, elle se cache et elle s'habille comme un garçon pour essayer de passer inaperçue. C'est un manga qui parle de la culture du viol au Japon. Ouais, c'est ça. Et, et du coup, c'est extraordinaire. En fait, c'est intelligent parce que ça va pas forcément dans le sens où on pense. Et je pense que c'est un manga qui peut poser d'autres problèmes. C'est vraiment, il m'a mis mal à l'aise. En fait, t'as vraiment cette lycéenne, du coup, qui est une ancienne idole, qui essaie de vivre normalement, qui prend parti et qui explique aux garçons, putain, arrêtez de faire des trucs comme ça. T'as un garçon qui semble être un gentil garçon. T'as des garçons qui semblent être des méchants garçons. T'as la fille qui est témoin de choses de la vie japonaise, comme des mecs qui touchent des toucheurs dans le métro.
de lycéenne, et tu vois la réaction que la fille est là, c'est très très creepy, très malaisant, et tu vois comment des best réactions à avoir. Alors cette partie-là, tu dis c'est très bien, mais en fait il y a un côté qui arrive très border que j'arrive pas à avoir. Donc je vais lire la suite, mais vers la fin du tome 1, j'ai l'impression que l'auteur explique que c'est peut-être sa faute. Alors peut-être que je l'ai mal compris, et j'espère. C'est peut-être sa faute. Ah, à la fille. À la fille de s'être fait agresser parce qu'elle était en mini-jupe, Ah oui. etc. Ah oui, Et, donc le mec est peut-être un peu, voilà. l'auteur était peut-être un peu fou. Donc je vais lire la suite parce que je pense pas que ça va vers là. Je pense pas, et c'est sûrement un effet de cliffhanger pour dire mais attends, qu'est-ce qu'il raconte, parce qu'il passe tout le manga à faire autre chose. Donc ce cliffhanger, je l'ai trouvé malvenu. J'ai pas Je me suis dit putain merde, tu fais un truc positif, va jusqu'au bout, fais pas de la merde juste pour vendre des trucs. Donc peut-être qu'il fait ça pour ça, et du coup ce serait un peu dommage parce que je pense qu'on peut parler de ça sans revenir dans le fait de c'est sa faute, etc. Ou alors c'est un gros manipulateur encore plus timbré que prévu. Je pense pas, j'espère pas. Je crois que ça a été inspiré d'histoires réelles, et voilà. Ça parle des idoles, même mon autre manga tout à l'heure, ça a parlé de la condition de la femme au Japon, mais celui-là ça parle d'une idole qui s'est fait agresser et qui a décidé de mettre de côté sa féminité pour être tranquille, et c'est affreux, et du coup tu vois comment les autres idoles réagissent, tu vois comment ses camarades de classe réagissent, tu vois un peu tout. En fait, c'est voilà, c'est une voilà. Je sais pas quoi dire, Non, sauf c'est intéressant. Bah ça mais change. en fait, ce que j'arrive pas à dire, c'est s'il faut qu'on le lise. C'est ça qui est un peu difficile avec ce manga. Vraiment. Ah oui, parce que tu sais pas où ça veut vraiment emmener. Si Voilà, c'est pour. donc je m'engage sur va dire, le 2 tiers du manga, je vous dis, c'est mes valeurs. Mais le dernier tiers, j'espère que ça va pas vers les trucs un peu chelous. Voilà, j'espère que ça va pas. Ok. Donc je vais lire le tome 2 et 3, et peut-être que je vous ferai un retour d'expérience parce que voilà. Je vous conseille, faites votre avis, c'est assez particulier. En plus, ça sort des chantiers battus, donc au moins le sujet est lancé. Donc allez-y. Sayonara Très bien. Miniskirt de Aoi Makino aux éditions Soleil Manga. Et je te laisse continuer sur un classique que je kiffe. Donc, tu vas nous parler d'un truc de baston, je crois. Eh ben pas du tout, pas du tout, parce que j'ai changé au dernier moment. Parce que tu vois, et comme il y a plein de changements, eh ben je vais du coup pas vous parler de coq de combat. Je vais plutôt vous parler de Goblin Slayer. Ok, très bien. Voilà, okay. Tu t'y attendais pas, j'ai fait exprès de pas le dire, non, c'est la vraie surprise. Donc Goblin Slayer, alors qu'est-ce que c'est d'abord cette série? Bah à la base, c'est une série de light novel japonais qui a été écrite par Kumo Kagyu et illustrée par Noboru Kanatuki. Et bah, récemment, elle a reçu une adaptation en manga qui est publiée en France chez Kurokawa. C'est réalisé par Kosuke Kurose sur la base du coup du light novel. Et donc Goblin Slayer, ça se passe où? Ça se passe dans un monde typique de la science fantasy. On retrouve des dragons, des elfes, des nains, de courageux aventuriers, des trolls, des gobelins et plein de saloperies. Et l'aventure commence avec une jeune prêtresse qui vient de fêter ses 15 ans, qui a fini sa formation au temple, où elle a été élevée depuis sa toute jeunesse, et c'est vraiment la prêtresse typique des jeux de rôle, avec ses sorts de soins, etc. Et elle désire avant tout, c'est de devenir une aventurière, de parcourir le monde, de se faire plein d'amis et de récolter un peu de thunes et effectivement de gagner de l'XP. Donc pardon, je me suis endormi. Oui. Tu parles là? Ah oui, d'accord. Non mais attends, non c'est vraiment pas mal. Tu vas voir, il y a deux parties dans ce premier tome de Goblin Slayer. Et le premier tome est effectivement très idyllique. Tu sais, c'est très, voilà, il y a des petits gobelins, il y a des petits machins, etc. Bon, bref, elle s'inscrit à la guilde et il y a un groupe de jeunes aventuriers qui lui demandent de l'accompagner pour une première mission, qui est de chasser des gobelins. Et les gobelins, bah, c'est qui sont réputés les plus faibles, et du coup, elle est prise un peu par l'allant de tous ses nouveaux compagnons. Et du coup, elle accepte cette première mission en mode, bah vas-y, il y a une sorte d'archère, il y a un mec qui se bat à l'épée, c'est bon quoi, ça va être easy win, il y a une magicienne, etc.
Donc, il rentre dans le repère des gobelins et évidemment, rien ne se passe comme prévu. Et il y a une citation que j'ai trouvée très rigolote dans cette première partie du tome 1. C'est un gobelin, c'est faible, une armée de gobelins, c'est funeste. Et effectivement, c'est là où en fait on se rend compte que Goblin Slayer n'est pas du tout un shonen classique, mais on s'oriente plutôt vers le seinen, puisque toute l'équipe est décimée sous les yeux de la jeune fille, de cette prêtresse. Et quand je dis décimée, c'est voilà, les gobelins, ils rigolent pas, c'est-à-dire que les nanas, ils les violent, les autres, ils les poignardent dans tous les sens, ça, le sang qui gicle de partout, donc c'est assez hardcore quand même. Et au moment où elle va se faire choper par l'armée de gobelins, il y a un homme en armure qui surgit et qui commence à buter tous les gobelins un par un. Et ce type-là, il s'appelle le Crève-Gobelin. Donc en fait, c'est un mec en armure qui déteste les gobelins et il va buter les gobelins non pas juste avec une épée et hop, j'avance, mais ingénieuse. Il va y avoir plein de petits subterfuges, de techniques, d'astuces, de pièges. Et l'idée, c'est de se dire, c'est que effectivement, tuer des monstres, aller à la chasse, etc. Bah, ça se fait pas comme ça se prépare, etc. Et en fait, ce premier tome, il est vachement cool. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement la première partie qui ressemble à un shonen, comme je vous ai dit tout à l'heure, où genre c'est bucolique, c'est à la limite c'est le Seigneur des Anneaux, tranquille, on se balade, on va tuer des gobelins. Et en fait, on se rend compte dans la deuxième partie que le monde il est très très dur, il est très très dark, que les jeunes aventuriers qui s'inscrivent au guild, la plupart se font carrément défoncer la gueule. Et donc cette deuxième partie qui est vraiment affreuse, hardcore même parfois. Et on a ce personnage, le Crève-Gobelin, ou en anglais le Goblin Slayer, qui est un personnage un peu atypique. Dans ce premier tome, on ne sait pas trop qui il est, pourquoi il fait ça, etc. Et il est réputé pour buter et uniquement du gobelin. On ne sait pas pourquoi, parce que le gobelin, normalement, c'est du menu fretin, mais pas pour tout le monde. Donc voilà pour Goblin Slayer. Alors j'ai continué, j'ai lu, je crois, les 2 tomes suivants. Et effectivement, la suite est plutôt cool puisqu'on s'attache un peu à cette prêtresse qui va accompagner ce crève-gobelin. On va regarder un peu pourquoi il veut buter du gobelin et tout le reste ne l'intéresse pas. Il y a pas mal d'autres aventures. Et voilà. Par contre, c'est hardcore, hein. Ça, c'est pas du shonen, c'est vraiment spécial. Il y a quelques scènes un peu dégueulasses en mode berserk, le début de berserk en tout cas. Et j'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant parce qu'effectivement tous les mangas à la con là avec des elfes, des nains, etc. T'as un héros, c'est je crois les isekai là, ça. T'as quelqu'un comme toi ou moi qui se retrouve projeté dans un univers avec tout ça et c'est tout est gentil et machin. Ça me cassait les couilles. Et là, j'arrive à retrouver cet univers un peu de fantasy, de dark fantasy où en fait les sujets sont un peu matures et ce qui s'y passe sont matures. Voilà pour Goblin Slayer. J'ai quand même un problème avec le mature gore ou pour moi mature c'est pas forcément gore et c'est dans les réflexions aussi des thèmes abordés et là j'ai pas l'impression que c'est un truc qui va me passionner de ouf, tu vois, genre pourquoi il tue des gobelins, ouais il a eu un choc, enfin là tu m'as pas vendu le fait, enfin en tout cas moi là j'ai pas envie de lire parce que j'ai pas vu de réflexion sur une œuvre en fait. Tu ok, c'est un shonen qui a l'air un shonen ou ce que tu veux, mais un manga qui a l'air divertissant plutôt. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de plus, un message, une idée de ce qui peut Je être ne la sais pas fantaisie? encore. D'accord. Je ne sais pas encore. Sur ce tome 1, je rien me permet de te l'affirmer. C'est pour ça que je souhaite voir où ça emmène. Sachant qu'apparemment le light novel était très apprécié, il a remporté de nombreux prix, etc. De prix liés à des concours de fantasy, etc. Donc j'ai envie de voir où ça nous mène. Mais effectivement, ce premier tome n'apporte pas les réponses que tu souhaites, mon cher Pras. D'accord. Mais au moins tu as eu l'envie de continuer, donc peut-être qu'on pourra faire un retour. Ouais, Faudrait parce peut-être que faire des retours. j'ai trouvé ça. Oui, un jour, faudra peut-être faire. Du coup, pas un tome 1, mais on appellera ça autrement. Retour Ça peut être d'expérience. intéressant. Ouais. Ouais. Donc voilà pour Goblin Slayer. Ok.
top. C'est quelles éditions du coup? Tu sais pas? Kurokawa, je l'ai dit dans l'intro, mais je vois que tu m'écoutes. Donc c'est bien. Ouais, en fait, tu coupes pas mal. J'espère que ça va pas s'entendre à l'audio. Et désolé si ça s'entend. Parce que particulièrement sur ce manga-là, t'as beaucoup coupé. T'as beaucoup. Étonnant. Comme ça. Bah désolé. J'espère que ça passera. Ouais. Je vais continuer et conclure pour moi, parce qu'après c'est à toi de conclure l'épisode. Moi, je vais parler encore d'une fois d'un chef-d'œuvre, parce que Goblin Slayer, tout ça, c'est rigolo, mais là, moi, je vais vous parler de Fleur de Long de Kazuo Kamimura. Alors, je vais le redire parce que je l'ai mal dit et je le dis mal à chaque fois. C'est Kamimura. Je l'ai bien dit là? Ouais, je l'ai bien dit. Aux éditions Kana. Alors, Kamimura, tu connais qui c'est un peu ou pas trop? Que je sache ou que je ne sache pas, nos auditeurs, tu es là, donc réexplique. Ok, en fait, il sait pas. Kamimura, c'est l'auteur de Lady Snowblood. Donc, Lady Snowblood, c'est un manga qui a été adapté en film dans les années 60, je crois, 70, et qui a été beaucoup inspiré Tarantino pour le personnage j'ai oublié le nom, dans Kill Bill, la tueuse japonaise qui j'ai pas les noms, je suis pas très fort. Et du coup, il a été connu en Occident énormément pour ce film-là, Lenny Snowblood, qui a été inspiré de ses mangas. Kamimura, sa passion, c'est les femmes japonaises dans les années 70. Et les fleurs de l'ombre, pardon, pas les fleurs, mais parce qu'il y a 2 tomes. Le fleur de l'ombre, le tome 1, ça parle d'une fille, une vendeuse qui devient prostituée. Ça ne parle pas de façon... L'auteur est né dans les années 40 et il est mort dans les années 80, donc c'est pas un porno, hein. C'est pas un truc fait pour exciter. Par contre, c'est des fois très explicite, mais ça l'est jamais de façon excitante. C'est toujours de façon un peu triste. C'est la mélancolie qui est quand même au centre de l'histoire de Kamimura. Il a un trait qui est sublime pour les femmes. C'est la plupart des mangaka, même Anno ou Shoujo en parlent. Oui, Kamimura, il sait dessiner les femmes, et ce manga-là, ça montre encore une fois qu'il avait une vision très, peut-être un peu paternaliste, mais très belle de ces femmes cassées. Bon, je vais vous parler un peu de l'histoire parce que en fait là je vais vous parler plus de Kamimura, mais j'adore cet auteur, donc voilà, lisez tout ce qu'il a fait, c'est génial. Dans ce là, on suit c'est l'histoire d'une petite vendeuse qui a eu une petite aventure, et cette aventure, c'est avec un homme marié, et du coup c'est parti un peu en cacahuète très rapidement. La femme de l'homme marié vient la voir, et elle réagit de façon très déconnectée de la réalité. C'est-à-dire elle prend les choses de façon un peu frivole, et elle se rend compte même qu'elle est enceinte. Et dans les années 70, avoir un bâtard, c'est un peu compliqué. Et quand elle l'annonce à sa mère se suicide. Donc voilà, ça c'est le premier chapitre du tome. Donc et du coup, dans ce premier chapitre, et en même le jour, il y a une phrase qui est sublime, c'est que le même jour, elle perd son enfant et sa mère. Laisse tomber. Là, j'étais en PLS, partir chez moi en train de pleurer. Et tout le manga est dans cette évasion de cette vendeuse qui arrive plus à vivre comme une femme normale, parce qu'elle veut d'autres choses, elle veut être libre. Et la liberté au Japon pour une femme des années 70, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a une très belle postface dans ce premier tome qui parle de tout ça. Et donc du coup, elle essaye d'être une prostituée, elle fait un contrat de façon très naïve, elle rencontre des personnes, elle va être... Il y a rien de choquant, en fait. C'est une façon très presque très stratégique d'être devenir une prostituée. C'est comme si demain tu me disais c'est quoi le chef de projet de devenir une prostituée, tu pourrais lire Fleur de l'ombre et il t'expliquerait un peu comment elle a essayé de l'être, et elle l'a fait, mais en même temps elle essaie de vivre des histoires, elle n'y arrive pas, elle rencontre des gens, des... En fait, t'as toute une sorte de fuite de la réalité qui est en fait super intense et mélancolique. Je vous conseille vraiment de lire Fleur de l'ombre, et c'est peut-être pas le
plus simple des Kalimura, parce qu'il se passe pas grand-chose en vrai, mais il fait quand même 500 pages. Mais si vous voulez lire autre chose que du manga moderne, voilà, je vous conseille Fleur de l'ombre. Il y a 2 tomes, donc ça se lit vite, et le tome 1 est vraiment ça vous au moins ça vous met direct dans le bain. Parce que pour parler rapidement de ces autres œuvres, elles sont différentes et des fois elles sont un peu plus sexy ou un peu plus action. Là non, c'est ni sexy ni action. Donc voilà. Ok. C'est peut-être pas très joyeux pour la période actuelle, mais pourquoi pas. C'est très bon. Hein. Quand je dis que c'est un chef-d'œuvre, je pense vraiment que chaque tome de Kamimura est un chef-d'œuvre. Ça enterre presque tout ce que j'ai pu lire sur le sujet ou voir, mais il a une vraie, enfin, moi qui suis passionné des femmes, il a une vraie vision triste de cette période-là. Et voilà. Donc, ce tome 1, ça vous permettra de voir tout ça. Parce qu'il n'y a pas que des avis, des vies positives. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai des trucs dépressifs là dans mes. Ouais, quand même, pas mal, hein. Ah ouais, je viens de voir que dans ma liste, il y a que des trucs. Alors que les gens là, ils cherchent peut-être plus à s'évader pour les positifs. Là. Lisez Naruto, je sais pas. Naruto, c'est bien Naruto. Ouais. Bref. Bon, bah vas-y, finis toi avec un truc. Moi, je sais même pas de quoi tu vas parler parce que du coup, tu me dis que c'est. Non, c'est ici, là, on reprend le alors un manga what the fuck. Ah voilà, là on va finir sur un truc un peu rigolo. Voilà, allez, un truc mais vraiment what the fuck. Ça s'appelle Magical Girl Holy Shit. Et c'est édition Akata. Merci pour le sous-titre vocal, c'est génial. Et alors, c'est assez comment dire spécial. Donc tout commence par l'arrivée sur la Terre d'une petite créature qui s'appelle Mew, qui est une sorte de petit lapin. Ouais, Est-ce qu'ils sont deux? Une sorte de petit lapin. Est-ce qu'ils sont deux? Un truc que tu Est-ce qu'ils sont deux? Deux. Parce que Mewtwo. Non. Ah, d'accord. Ok, on est dans la bonne. Jean-Michel, je rigole. Du coup, c'est une petite créature qui est chargée de conférer un pouvoir de Magical Girl. En gros, des pouvoirs de Sailor Moon à une humaine parce que en fait, il y a plein de gros monstres qui vont débarquer sur la planète pour buter les gens. Et en fait, ces monstres se nourrissent de l'énergie négative des gens. En gros, quelqu'un s'engueule avec quelqu'un d'autre, etc. Ça génère de l'énergie négative, ça attire le monstre, il vient le bouffer. Voilà, un truc dégueulasse. Et du coup, ces monstres menacent de détruire la planète Terre. Tout est très classique pour l'instant. Et du coup, cette petite créature qui s'appelle Mew cherche une jeune fille idéale pour protéger la planète et du coup, lui conférer ses pouvoirs de Magical Girl. Et à un moment, il voit une jeune fille dans la rue qui s'appelle Kayo Majiba, qui est c'est le stéréotype de la jeune lycéenne, regard pur et innocent, les longues couettes, la tenue du collège, etc. Et il décide du coup, tiens, elle a l'air très bien, je vais lui conférer ses pouvoirs de Magical Girl à cette jeune Kayo. Sauf que en fait, cette jeune fille est une grosse bourrine qui pense qu'à fumer des clopes et à rien faire d'autre, et qui en a rien à foutre du sort de la Terre. Tout ce qu'elle veut, c'est frapper des gens et fumer des clopes. Et voilà que cette jeune femme se transforme, à des Magical Girl qu'elle ne souhaite pas utiliser évidemment, et pour une raison qu'on ignore, elle a des pouvoirs, elle a une force surhumaine, et en fait tous les démons qui croisent sa route, elle les dégomme en 1 à 3 coups à la manière de One Punch Man. Tama. Voilà. Donc ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a plein de petits trucs comiques. Il y en a un qui m'a fait un peu rigoler, où à un moment tu la vois frapper un monstre et tu as le plan américain, qui est le plan qui se concentre sur le coup de poing, un peu au format Shoryuken de Ryu, et t'as la page d'après, c'est le plan japonais qui en fait prend par dessous, où on voit la petite culotte de la fille. Donc il y a des petits trucs un peu rigolos comme ça qui sont à la fois sur la façon de dessiner, puis les blagues qu'il y a à l'intérieur. Et en gros, on sait pas trop où ça nous mène. C'est jusqu'à la fin, il y a un énorme monstre qui arrive aussi, qui veut se nourrir d'énergie négative, sauf que il tombe dans un lycée où il y a que des lycéennes pures, il en bouffe une, et pour une raison qu'on ne s'explique pas, lui se transforme à son tour en petite créature, comme je vous ai dit, qui s'appelait Mew, et la fille, au lieu d'être bouffée, détruite, elle se transforme en Magical Girl Dark,
Et du coup, il y a un combat entre elle et Kaio, et elles ont des forces plus ou moins équivalentes, et ça se termine là-dessus. On ne sait pas qui gagne entre les deux. Voilà. C'est un peu spécial comme manga. Ça m'a pas trop donné envie de continuer parce que je vois pas trop où ça peut nous mener. Enfin, l'histoire est pas très intéressante. Ouais, je vois pas le fil rouge qui pourrait conduire la suite de l'aventure. Les seuls trucs que j'ai trouvé plutôt sympas, c'est effectivement un peu l'humour, qui se moque un peu de la façon de dessiner des mangaka. L'humour qui se moque aussi un peu de tout ce qui est série shonen, machin, de Magical Girl, pas shonen, shoujo, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Et sinon, ce qui est plutôt bien fait, c'est le dessin, puisqu'on a des planches qui sont vraiment bien dessinées avec beaucoup de détails, qui sont vraiment badass, et une mise en scène qui a beaucoup de punch. Mais voilà, hormis ça, à part pour lire en mode je déconnecte mon cerveau, petit manga plaisir de fin de journée, je continuerai pas à lire. Je suis assez d'accord parce que je l'ai lu d'ailleurs, je l'ai volé. Euh, je suis- En fait, la méta est intéressante et c'est assez rigolo à lire, c'est assez plaisant, mais Voilà, t'as c'est pas ça. envie d'aller plus loin. Tes plans là, tes histoires de plans, c'est rigolo parce que je les ai pas notés maintenant que tu le dis. C'est vrai qu'ils jouent beaucoup avec toutes les choses que les dessinateurs de comics et de manga utilisent tout le temps et en fait il en met un peu partout. Même à un moment, tu sais, t'as le fan humain là de l'héroïne Oui, qui est super rigolo. C'est vraiment, en fait, c'est un bon manga à lire. En fait, finalement, j'ai presque envie de dire, lisez le tome 1 parce que voilà. c'est Mais peut-être je pense que ça suffit. ouais, je pense que l'essence du manga doit être dedans. Et moi, je dirais pas lire la suite, à part si dans 3 mois quelqu'un me dit ah c'était trop bien et tout. Ben là, je dirais. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment moi en le lisant. J'avais bien rigolé. Et après, j'ai dit ouais, mais ça suffit, tu vois. Ça aurait pu être un one Mm. shot. On sent que l'auteur avait envie de faire un petit délire dessus Ouais, et ça voilà, marche très c'est bien. une parodie de Sailor Moon avec l'héroïne, en fait, une raquette qui pense qu'à fumer des clopes, etc. Ouais. Et ce qui est Donc agréable, c'est que c'est pas une parodie bas de gamme quoi. C'est vraiment très bien fait. oui, Donc oui, là. c'est ça qui est cool Mm. quoi. Je suis assez d'accord. Exactement. Voilà. Et Voilà. ben, je crois qu'on a fait le tour des tomes 1 pour ce Vraiment. podcast. Allez, on va faire les petits trocos de fin et on vous fait des bisous Exactement. déjà pendant que je coupe. Bonjour. Ah non, c'est la fin. Oui, c'est la Bah, fin. ouais. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin déjà. Donc on va faire des petites recos et en même temps un peu parler de nous. Moi, je vais vous faire une petite reco qui est limite manga, mais c'est japonais, donc on va dire que c'est bon. Désolé. C'est Castlevania. Parce que du coup, c'est inspiré de l'univers japonais de Castlevania, le jeu vidéo. C'est la série Netflix qui est à sa 3e saison et c'est une série que j'aime beaucoup, qui est de très bonne qualité. Et je sais pas pourquoi les gens ne connaissent pas bien cette série. Que c'est Bah, cool. ouais, Moi, je moi vous j'avais entendu conseille. la première saison, mais effectivement, j'ai jamais entendu qu'il y avait la deuxième et la troisième partie. Peut-être que c'est que la deuxième, maintenant que tu le dis, mais D'accord. Mais au mais moins, il c'est y a la très bien. deuxième en tout En tout cas, c'est bien. Ouais, cas. c'est donc ça parle d'Alucard, ça parle ça parle de se battre contre eux et tout. En fait, c'est vraiment bien. L'animation est ouf et c'est gore et c'est sympa et je vous conseille de fou de regarder. Ça se regarde très vite. Bon, bah, cool, cool de le savoir. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a un vrai problème avec Netflix qui récupère beaucoup, beaucoup de licences d'animés, etc., mais qui communique très peu sur son catalogue d'animés. Alors qu'il y a plein de choses dedans. C'est étonnant. Mais voilà. Du coup, je peux passer à mon coup de cœur ou tu voulais rajouter quelque chose? Maintenant que tu l'as dit, il y a aussi tous les films de Nicky Larson dessus. Voilà, je vous conseille aussi tous les Ouais. films Et de tous les Nicky Larson. Ghibli. Oui, tous les Gilby aussi. Comment on a pu parler de ça? Il y a tous les Gilby, genre Voilà. tous. Voilà. Tous. Donc si t'as rien Tous. à faire, tu peux regarder une journée entière de Gilby. Voilà. Ouais. Moi, j'ai fait regarder justement, bah tiens, bah, je vais en parler comme premier coup de cœur, du coup j'en aurai deux. J'ai fait regarder à ma fille de 4 ans Mon voisin Totoro. Oh. Et ben, c'est parfait. Ah oui. Je suis pas sûr qu'elle ait tout compris, parce qu'à 4 ans c'est quand même assez jeune, mais ça se regarde très bien. Elle a beaucoup aimé Totoro. D'accord. Elle Voilà. préfère lequel J'ai Totoro? essayé le grand.
Du coup, Tu m'as ton pas entendu? deuxième coup de Le cœur. grand. Si, le grand. Oui, Ah oui. oui, pardon, Je dis excuse-moi, j'ai cool. cru. Non, mais c'est les joies du direct. Et mon deuxième coup de cœur, du coup, c'est lié à Gundam. En fait, j'ai visité. Il y a une boutique dans Paris. Et évidemment, j'ai oublié son nom. Non, c'est Rise of the Gundam ou Rise of Gundam, je sais pas quoi. C'est une boutique sur Paris qui fait que du Gundam. Donc vous avez peut-être entendu parler avant le confinement. Bah là, ils sont fermés évidemment. Et du coup, j'ai eu le temps d'y passer et ils vendent tout un tas de maquettes Gundam à réaliser chez soi. Et du coup, j'en ai récupéré une. Je l'ai récupérée sur Amazon juste avant le confinement puisque la boutique avait déjà fermé. Mais en gros, je me suis remis à la maquette Gundam. C'est très sympa, surtout pendant cette période où on doit rester chez soi. Ça permet de faire une petite activité sympa. Par contre, il faut avoir vraiment parce que je vomis les stickers qui sont minuscules à placer. J'en ai raté plein. Et je suis un peu deg parce que là, j'étais sur la fin de mon petit robot Gundam et j'ai cassé une pièce. Et donc maintenant, je ne sais absolument pas comment je vais pouvoir remplacer la pièce que j'ai cassée. Du coup, je suis bien deg. Mais en tout cas, c'est vraiment cool et il y a tous les prix. Vous avez et la gamme commence aux alentours de 10 euros. Donc c'est des petits robots en SD, donc super deformed, et ça va jusqu'à 300, 350 euros pour des figurines qui sont assez, voilà, qui prennent de la place, qui sont grandes, etc. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur. Je me suis remis à ça il y a 2 semaines, et c'est plutôt cool. Voilà, c'était mon deuxième coup de cœur. Pour compléter, j'en ai fait un moi récemment, celui de Hideo Kojima là. Ah oui, Et moi, du coup, je m'étais laissé tenter par en faire. Je vais peut-être en faire celui de Digimon là, je le trouve trop beau. Mais j'avoue que rentrer dans les détails, bien limer les trucs et tout, ça a l'air un peu compliqué et que finalement j'aime bien mes Lego, donc plus dans la période Lego pour l'instant. Donc merci ok. beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Donc Voilà. On est si désolé pour tous les petits problèmes technico-techniques qu'il y a pu avoir. On surtout essaiera de couper. ouais, on essaiera, ouais, ok, d'accord, t'essaieras de couper. Je sais pas comment je vais écouter et voir ce qu'on peut garder, ce qu'on peut pas garder. A priori, on va tout garder. Je ferai un petit disclaimer au début en m'excusant d'avance. Et du coup, je vous remercie de nous écouter jusqu'à la fin. Et je vous fais des gros bisous et restez chez vous et lisez des mangas. Il y en a plein de Voilà. mangas. On Vous va quand pouvez même comment? rappeler où est-ce qu'on peut nous trouver. Puisqu'on peut nous trouver sur Spotify, sur Podcast iTunes, sur Deezer de mémoire. On est également sur YouTube. On est un peu partout. Mais surtout, tu peux venir discuter avec nous, nous proposer des œuvres, critiquer nos avis sur Twitter avec @tomix pour moi et pour toi, mon cher Pras. Avec @praska ou le hashtag tome1. Voilà, le hashtag tome1, utilisez-le, faites-vous plaisir, c'est gratuit, ça fait du bien. Lisez sur Isneo ou en démat et achetez dans vos boutiques locales et voilà. Mais oui, on Exactement. peut aller dans les trucs locaux pour des mangas. Et des fois, ils font des livraisons et tout, donc regardez ce qu'ils proposent. Ouais, Donc renseignez-vous. voilà, voilà. Et au pire, hein, il y a les géants. Mais bon, aussi, autant prendre du démat dans ce cas-là. Voilà, comme ça tu fais pas venir quelqu'un chez Ok, toi, tu vois. Ça, je veux dire. exactement. Voilà. Ouais, très bien. Bon, bah gros bisous à On tout vous le fait des monde bisous. et à très vite. Ciao. Salut. Chante, 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 chante.